Mon téléphone a vrombi sur la table de chevet à 2h13 du matin. Un son venimeux et vibrant dans le silence de mort de la nuit. Mon mari, Alex, s'est agité à côté de moi. L'écran s'est allumé, affichant une photo de ma fille de 7 ans, Lily. Mon cœur martelait contre mes côtes. C'était sa toute première soirée pyjama. Un rite de passage qui m'avait à la fois excitée et terrifiée. J'ai attrapé le téléphone. « Lily, ma chérie, est-ce que ça va ?» Sa voix était faible, étranglée par les larmes. « Maman, je veux rentrer à la maison. » Je suis passée en mode parent, apaisante et calme. « Bien sûr, mon cœur. Tu as fait un cauchemar ?» Il y a eu une pause, puis elle a murmuré les mots qui ont glacé mon sang. « Tante Brenda a dit que tu lui avais dit que c'était d'accord. » « D'accord, pourquoi ? Je ne comprenais pas. Mais une terreur glaciale a commencé à se répandre en moi. Avant de continuer l'histoire, merci de vous abonner, je dois atteindre les 1000 abonnés pour pouvoir vous apporter chaque jour des histoires comme celle-ci. Pour vous, ce n'est qu'un clic. Mais pour moi, cela signifie énormément. Pour comprendre pourquoi cette simple phrase a résonné comme un coup de feu dans une bibliothèque, il faut comprendre ma sœur, Brenda. Et pour comprendre Brenda, il faut comprendre l'écosystème étrange et tordu de ma famille. Dans notre famille, il y avait 2 rôles, assignés dès la naissance et imposés sans pitié. Brenda était le soleil. Elle était l'enfant en or, la force de la nature brillante, belle et chaotique autour de laquelle toutes les autres planètes étaient forcées d'orbiter. J'étais la lune. Mon rôle était d'être stable, prévisible, et de réfléchir sa lumière sur elle, la faisant paraître encore plus brillante. Si elle cassait un vase, c'est moi qui balayais discrètement les morceaux avant que maman ne rentre. Si elle ratait un examen, c'est à moi qu'on demandait de lui donner des cours, mon propre 20 sur 20 étant considéré comme acquis. Mes parents ne voyaient pas ça comme du favoritisme. Ils voyaient ça comme de l'efficacité. Brenda était le projet qui demandait beaucoup d'entretien, celle qui avait constamment besoin d'attention, de soutien et de sauvetage. J'étais l'appareil fiable, celui qu'on pouvait brancher et oublier, en qui on avait confiance pour qu'il continue de fonctionner sans se plaindre. Cela a créé une dynamique où Brenda n'a jamais eu à faire face à la moindre conséquence. Ses erreurs n'étaient que Brenda qui fait du Brenda. Mes erreurs, aussi rares soient-elles, étaient traitées comme des échecs catastrophiques, la preuve que je n'étais pas aussi fiable qu'il l'avait pensé. Ce système a engendré chez elle un sentiment de droit profond et inébranlable. Le monde lui devait tout, et moi, sa sœur, n'était qu'une ligne dans son budget cosmique, une ressource à exploiter, au besoin. Elle ne me voyait pas comme une personne, elle me voyait comme un service. Une banquière personnelle, une thérapeute gratuite, une babysitter de dernière minute, un alibi pratique. Mon rôle était de donner, et le sien était de prendre. Pendant des années, j'ai joué mon rôle, parce qu'on m'a appris que c'était le prix de la paix. C'était la définition de la famille. Ce schéma s'est cimenté dans l'enfance. Je me souviens d'un été en particulier. J'avais 10 ans et Brenda en avait 12. J'avais passé tout le printemps à économiser mon argent de poche et à faire des corvées supplémentaires pour les voisins, afin d'acheter un vélo tout neuf, rouge cerise. C'était mon bien le plus précieux. Je le lustrais tous les jours. Brenda avait un vélo, un plus ancien, mais il l'ennuyait. Un après-midi, en rentrant de chez une amie, j'ai découvert que mon vélo avait disparu du garage. J'ai paniqué. J'ai couru à l'intérieur et j'ai trouvé ma mère dans la cuisine. Elle n'a pas voulu croiser mon regard. « Brenda l'a emprunté », a-t-elle dit, sa voix empreinte de ce ton familier de fausse décontraction. Le vélo de son amie Tiffany a crevé et elle avait besoin de rentrer. Il s'est avéré que c'était un mensonge. Brenda avait emmené mon vélo dans les bois avec ses amis pour essayer de construire une rampe. Je l'ai retrouvé 2 jours plus tard, caché dans un buisson derrière notre maison. Le cadre était tordu, la chaîne avait déraillé, et l'un des guidons était plié à un angle grotesque. Il était fichu. Quand j'ai confronté Brenda, les larmes coulant sur mon visage, elle a juste haussé les épaules. « C'était un accident. Tu es tellement dramatique. » Quand j'ai exposé le problème à mes parents, mon père m'a assise pour une discussion. Il m'a dit que je devais apprendre à partager. Il a dit que Brenda se sentait très mal, même si elle ne montrait aucun remords. Il m'a ensuite expliqué que, puisque j'étais si responsable, j'aurais dû savoir qu'il ne fallait pas laisser mon vélo là où elle pouvait le prendre. J'étais punie pour ces actions. La résolution finale ?
Mon père a bricolé le vélo dans le garage, le rendant à peine utilisable, et m'a dit que ça forgeait le caractère. Brenda a eu un vélo tout neuf pour son anniversaire 2 mois plus tard, parce que le sien était si vieux. J'avais 10 ans et j'ai appris une leçon cruciale. Mes biens n'étaient pas les miens, mes sentiments n'avaient pas d'importance, et les caprices de ma sœur étaient plus importants que mon cœur. C'était la fondation sur laquelle toute notre relation a été construite. C'était le plan directeur de décennies de ressentiments latents. En devenant adolescente, les enjeux n'ont fait qu'augmenter. Le chaos propre à Brenda est passé des vélos cassés au couvre-feu non respecté, aux nouveaux amis suspects et aux besoins constants et désespérés d'argent. Elle était l'âme de toutes les fêtes, ce qui signifiait qu'elle était aussi la cause de toutes les gueules de bois, de tous les drames et de tous les appels paniqués à nos parents. Et moi, comme on pouvait s'y attendre, j'étais la réparatrice attitrée. C'est moi qui devais la couvrir quand elle faisait le mur, mentant effrontément à mes parents en disant qu'elle dormait dans son lit. C'est moi qui devais lui prêter l'argent que j'avais durement gagné avec mon travail de serveuse, de l'argent que j'économisais pour l'université, parce qu'elle avait dépensé tout le sien en billets de concert ou en vêtements. Elle promettait de me rembourser, me regardant avec ses grands yeux suppliants, et je cédais toujours. Elle ne m'a jamais remboursé, bien sûr. C'était simplement absorbé dans le grand éther des faveurs familiales. L'incident le plus flagrant s'est produit quand j'avais 17 ans. J'économisais depuis des mois pour acheter une voiture d'occasion, une Honda Civic cabossée mais fonctionnelle qui représentait pour moi la liberté. J'avais un peu plus de 1 000 $, conservés dans une boîte verrouillée dans mon placard. La veille du jour où je devais aller l'acheter, Brenda est entrée dans ma chambre en pleurant. Son petit ami avait des ennuis, a-t-elle dit. Il devait de l'argent à quelqu'un d'effrayant. Elle avait besoin de 500 $, juste pour quelques jours. Elle a juré sur la vie de notre mère qu'elle les aurait rendus avant la fin de la semaine. Je me sentais mal. Je détestais son petit ami, un pseudo-rocker minable nommé Kevin. Mais c'était ma sœur, et elle avait l'air vraiment terrifiée. Contre mon meilleur jugement, je lui ai donné l'argent. Le lendemain, j'ai découvert que le type effrayant était un revendeur de billets à la sauvette, et que les ennuis étaient qu'ils voulaient des places au premier rang pour un festival de musique. Ils avaient posté des photos partout sur les réseaux sociaux, parés de nouveaux produits dérivés, souriant comme des idiots. Quand je l'ai confrontée, elle n'a même pas eu la décence d'avoir honte. « Détends-toi, Martha », avait-elle dit, en rejetant ses cheveux en arrière. « Il faut que tu profites un peu de la vie. Tu pourras t'acheter une autre voiture. » La réponse de mes parents ? Eh bien, au moins, elle s'amuse. « Tu as toujours été trop sérieuse, Martha. » C'est peu. Être une leçon pour ne pas être si attachée aux choses matérielles. Ils n'étaient pas une famille, ils étaient une secte, et Brenda était leur chef charismatique. Je pensais, bêtement, que les choses changeraient quand nous deviendrions adultes. Je suis partie à l'université, j'ai obtenu un diplôme, j'ai rencontré mon merveilleux mari, Alex, et je me suis construit une vie. J'ai mis une distance physique entre nous, espérant que cela créerait aussi une distance émotionnelle. Mais la force d'attraction gravitationnelle de Brenda était puissante. Elle a abandonné l'université locale après un semestre et a dérivé entre des emplois mal payés, se faisant toujours virer pour être en retard ou pour avoir une mauvaise attitude. Elle a rencontré et épousé Rick, un homme qui était essentiellement son homologue masculin, charmant en surface, mais profondément paresseux et imbu de lui-même. Il formait une tempête parfaite d'irresponsabilité. Et pendant tout ce temps, mes parents ont continué à les soutenir, et on attendait toujours de moi que je sois le filet de sécurité familiale. Les appels pour de l'argent n'ont jamais cessé. C'était toujours une urgence ponctuelle. Leur loyer était en retard. Leur voiture était en panne. Ils avaient besoin d'aide pour une facture médicale. Alex, qui voyait la dynamique avec une perspective extérieure claire, a été la première personne à me dire qu'il était normal de dire non. « Martha, ce sont des adultes, » disait-il doucement. Tu n'es pas leur distributeur de billets personnels. Mais la culpabilité était un réflexe puissant et profondément ancré. La plus grande trahison de notre vie d'adulte est survenue environ 3 ans avant l'incident de la soirée pyjama. Brenda et Rick risquaient l'expulsion. Ils m'ont appelé, en sanglotant, disant qu'ils avaient juste besoin de 2 000 $ pour se remettre sur pied. Ils avaient un plan, disait-il. Rick avait un nouvel emploi en vue. C'était la dernière fois,
ont-ils promis. Ils l'ont juré. Alex était fermement contre. Ce ne sera pas la dernière fois, m'a-t-il prévenu. Tu sais que non. Mais je voyais mes parents se préparer à hypothéquer leur avenir pour la renflouer à nouveau, et je ne pouvais pas le supporter. Nous leur avons donc donné l'argent, une part importante de nos économies, avec un accord écrit stipulant qu'ils nous rembourseraient par mensualité. Les 2 premiers mois, nous avons effectivement reçu un paiement. Puis, le silence. Quand j'ai appelé pour demander, Brenda était pleine d'excuses. Puis, elle s'est mise en colère. « Vous avez plein d'argent. Pourquoi tu comptes tes sous avec ta propre sœur? Je n'arrive pas à croire à quel point tu es devenu égoïste. » L'insulte finale est venue quand nous avons vu ma mère poster des photos d'un voyage en famille, à Hawaï. Mes parents avaient payé pour que Brenda, Rick et leur fille Chloé partent en vacances pendant 10 jours, parce que Brenda était si stressée et avait besoin d'une pause. Ils ne nous l'avaient même pas dit. Nous payions pour leur irresponsabilité financière pendant qu'ils sirotaient des maïtais sur une plage. C'est à ce moment-là que quelque chose en moi a finalement commencé à se fissurer. L'illusion de la famille commençait à s'effriter, révélant la réalité laide et transactionnelle qui se cachait en dessous. Après l'incident d'Hawaï, j'ai essayé de prendre du recul. J'ai arrêté de répondre à chaque appel téléphonique frénétique. J'ai commencé à dire « non » quand ils demandaient des faveurs. C'était atroce. Chaque fois que je le faisais, ma mère m'appelait, sa voix dégoulinant de déception. « Je ne sais pas ce qui t'est arrivé, Martha. Tu étais si gentille avant. Brenda est ta sœur. La famille est censée être là l'un pour l'autre. » C'était du gaslighting classique, recadrant mes limites saines, comme une défaillance morale. Ils étaient experts en la matière. Ils parlaient de l'importance d'être plus forts, ensemble. Mais ce qu'ils voulaient vraiment dire, c'est que je devais être assez forte pour les porter tous. Alex a été mon roc pendant tout ce temps. Il n'a jamais dit « je te l'avais bien dit ». Il se contentait de m'écouter me défouler, de me tenir la main et de valider mes sentiments. « Ce que tu ressens n'est pas une réaction excessive, » disait-il. « Il profite de toi. Tu as tout à fait le droit d'être en colère. » Il a été la première personne dans ma vie qui n'a pas traité mes sentiments comme un inconvénient. Il était comme une ancre dans la tempête de leur manipulation, me rappelant à quoi une relation normale et saine était censée ressembler. Son soutien calme et inébranlable m'a donné le courage de continuer à essayer de construire ces murs, même lorsque ma famille faisait tout ce qui était en son pouvoir pour les abattre. Mais l'attraction d'un conditionnement de toute une vie est forte. Il y avait des moments où je glissais. Un anniversaire, une fête, un moment de faiblesse, et je me retrouvais entraînée dans l'ancienne dynamique, espérant que cette fois, les choses seraient différentes. Je me présentais, j'étais polie, j'essayais de maintenir la paix pour le bien des enfants, ma Lily et sa cousine Chloé. J'étais, comme Alex l'a dit un jour, comme une grenouille dans une marmite d'eau qui bout lentement. Je m'étais tellement habituée à la chaleur toxique que je ne réalisais pas qu'elle me tuait. Je savais juste que j'étais profondément fatiguée. Alors, quand ma fille, Lily, est venue me voir les yeux brillants, tenant une invitation colorée dessinée à la main, mon cœur a fait une petite danse compliquée de joie et d'effroi. C'était une invitation à la fête d'anniversaire de sa cousine Chloé, qui fêtait ses 8 ans. Le thème était « Marathon de films magiques » et c'était une soirée pyjama, la toute première de Lily. À 7 ans, elle vibrait d'une excitation impossible à contenir. « Je peux y aller, maman, s'il te plaît ?» Chloé a dit qu'on pourra rester debout toute la nuit et manger du popcorn pour le petit déjeuner. « S'il te plaît, s'il te plaît, s'il te plaît !» Voir cette joie pure et sans mélange sur son visage était comme un baume pour mon âme. Comment pouvais-je dire non? Comment pouvais-je laisser mon histoire toxique et compliquée avec ma sœur empoisonner cette expérience d'enfance parfaitement normale et merveilleuse pour ma fille? Chloé était une innocente dans tout ça, une adorable petite fille qui adorait sa cousine. Les punir toutes les deux me semblait cruel et égoïste. La soirée pyjama avait lieu chez Brenda, bien sûr. Mes parents avaient proposé d'accueillir, mais Brenda avait insisté, disant qu'elle avait tout prévu et voulait rendre la chose extra spéciale pour sa petite fille. Je savais, avec un sentiment de malaise, ce que cela signifiait. Cela signifiait qu'elle voulait être l'héroïne, la tante cool, celle qui organisait les meilleures fêtes. Tout tournait autour de son image. L'ancienne Martha,
La Martha d'avant l'incident d'Hawaï aurait accepté sans une seconde d'hésitation. Mais la nouvelle Martha, plus méfiante, sentit un nœud d'anxiété se serrer dans son estomac. J'avais réussi à limiter mes interactions avec Brenda au minimum pendant presque 1 an, les réduisant à de brèves réunions publiques où elle ne pouvait pas me coincer. Une nuit entière, lui confier la personne la plus précieuse à mes yeux, me semblait un acte de foi monumental, un saut que je n'étais pas sûre d'être prête à faire. Mais j'ai regardé à nouveau le visage de Lily, son expression si pleine d'espoir, et l'instinct maternel de protéger sa joie, à lutter contre l'instinct de la protéger de ma famille. À ce moment-là, le désir de lui offrir une enfance normale et heureuse a prévalu. Ce soir-là, j'en ai parlé à Alex. Nous rangions après le dîner, le silence confortable de notre cuisine contrastant vivement avec le chaos que j'associais toujours à la maison de ma sœur. Lily a été invitée à la soirée pyjama d'anniversaire de Chloé, ai-je dit, essayant de paraître décontractée tout en frottant une assiette un peu trop fort. Alex s'est arrêté, en train de sécher un verre, et m'a regardé. Il n'a pas eu besoin de dire quoi que ce soit. Je pouvais lire l'inquiétude dans ses yeux. Il savait exactement ce qu'impliquait une soirée pyjama chez Brenda. « Et tu penses la laisser y aller ?» a-t-il demandé, sa voix égale et calme, dénuée de jugement. Je pense que oui, ai-je balbutié, me sentant sur la défensive. Elle est tellement excitée, Alex. Elle et Chloé sont les meilleures amies du monde. C'est sa première soirée pyjama. Ça me semble mal de dire non juste à cause de... moi, à cause de mes problèmes avec Brenda. Il a posé le verre et s'est appuyé contre le comptoir, croisant les bras. Sont-ce tes problèmes, Martha? Ou sont-ce les problèmes de Brenda que tu es forcée de gérer? Il avait une façon de percer le bruit pour aller au cœur du sujet. Je sais, ai-je soupiré, mes épaules s'affaissant. Mais et si elle avait changé? Les gens peuvent changer, non? Ça fait un moment. Peut-être qu'elle a mûri. Alex m'a jeté un regard à la fois bienveillant et profondément sceptique. A-t-elle montré la moindre preuve de cela? S'est-elle jamais, une seule fois, excusée pour l'argent d'Hawaï? Pour quoi que ce soit? Je n'avais pas de réponse, car la réponse était non. La version de l'excuse de Brenda était de prétendre que rien ne s'était jamais passé. C'est pour Lily, ai-je répété, ma voix plus faible cette fois. C'était devenu mon mantra, ma justification pour retourner dans le feu. Alex s'est approché et a mis ses bras autour de moi. « D'accord, » a-t-il dit doucement. « Je ne vais pas te dire quoi faire. Tu es sa mère. Mais promets-moi une chose. Fais confiance à ton instinct. Si quelque chose te semble bizarre, même un tout petit peu, on annule tout, sans poser de questions. On peut inviter Chloé à une soirée pyjama ici, n'importe quand. » Je l'ai serré fort dans mes bras, reconnaissante pour son soutien, pour la porte de sortie qu'il m'offrait. Petite voix, au fond de ma tête, qui hurlait. « C'est une très mauvaise idée. It says. » La semaine précédant la soirée pyjama fut une démonstration magistrale de l'agressivité passive caractéristique de Brenda. Elle m'a appelé 3 fois pour confirmer les détails, chaque appel étant une tentative à peine voilée d'affirmer sa supériorité en tant que « maman cool ». « Je viens d'acheter les pyjamas assortis les plus mignons pour les filles », s'extasiait-elle. « Et je vais prendre une vraie machine à pop-corn, pas ce truc pour micro-ondes que tu utilises. » Chaque commentaire était une petite flèche empoisonnée, conçue pour que je me sente inadéquate. J'ai juste serré les dents et répondu par des phrases fades et neutres. « Ça a l'air super, Brenda. Lily a vraiment hâte. » Puis est venue la discussion sur les cadeaux. « N'en fais pas trop pour le cadeau de Chloé, » a-t-elle dit, sa voix dégoulinant de fausse modestie. « Nous ne sommes pas comme vous. Nous ne nous soucions pas vraiment des choses chères. Juste quelque chose de petit, c'est bien. » C'était un piège classique de Brenda. Si j'achetais quelque chose de petit, j'étais radine. Si j'achetais quelque chose de grand, j'étais une frimeuse. J'ai décidé de l'ignorer complètement et j'ai acheté à Chloé un magnifique kit de science que je savais qu'elle adorerait, car Chloé s'intéressait vraiment aux roches et aux minéraux. La veille de la fête, nous avons préparé le sac de Lily. Nous avons sorti son pyjama licorne préféré, son paresseuse en peluche bien-aimée et son petit sac de couchage rose. Elle n'a pas arrêté de jacasser avec excitation, planifiant les films qu'il regarderait et les collations qu'il mangerait. En la voyant si heureuse, j'ai senti une lueur d'espoir. Peut-être que j'avais tort. Peut-être que tout irait bien.
peut être que ce serait un tournant, une chance de construire une nouvelle relation plus saine pour le bien de nos filles. J'emballais sa brosse à dents quand mon téléphone a vibré avec un texto de Brenda. Pour info, Rick et moi aurons peu être quelques amis après que les filles seront endormies, juste pour un verre de vin. Ne t'inquiète pas, on sera super silencieux. L'émoji clin d'œil m'a fait l'effet d'une gifle. Mon instinct, celui que j'avais promis à Alex d'écouter, s'est contracté. Quelques amis, un verre de vin. Avec Brenda et Rick, ça pouvait vouloir dire n'importe quoi. C'était un signal d'alarme, vif et flottant, et j'ai choisi de l'ignorer complètement. J'ai répondu « D'accord, amusez-vous bien ». Et j'ai remis le téléphone dans ma poche, faisant taire les sonnettes d'alarme qui commençaient à retentir dans ma tête. Le trajet jusqu'à la maison de Brenda était rempli d'une énergie nerveuse qui était presque entièrement la mienne. Lily sautillait sur son rehausseur à l'arrière, chantant faux à la radio, inconsciente de la tempête d'anxiété qui se préparait sur le siège du conducteur. Alex était assis à côté de moi, calme et observateur. Il n'avait pas dit un mot de plus contre la soirée pyjama, mais sa présence était une déclaration silencieuse de soutien pour moi, pas pour la situation. « Ça va ?» a-t-il demandé alors que nous tournions dans la rue de Brenda. « Oui, ça va ?» ai-je menti, mes mains agrippant le volant. « C'est juste, tu sais. » Il savait. Il a tendu la main et a serré la mienne. « On peut faire demi-tour maintenant. On peut dire à Lily que Chloé ne se sent pas bien et faire notre propre soirée cinéma. » L'offre était tentante, une bouée de sauvetage vers la sécurité de notre propre maison. Mais nous étions déjà arrivés. La maison de Brenda, une location qui semblait toujours être dans un état de léger désarroi, était juste devant nous. Un peu trop de jouets jonchaient la pelouse, et la lumière du porche clignotait. Prenant une profonde inspiration, j'ai mis la voiture en stationnement. Non, c'est bon. On est là. Ça va aller. Alors que nous remontions l'allée, la porte d'entrée s'est ouverte à la volée et Brenda est apparue, un large sourire de façade plaqué sur son visage. « Voilà mes filles préférées », a-t-elle piaillé, enveloppant Lily dans un câlin qui semblait plus pour mon bénéfice que pour celui de ma fille. Elle portait un jean moulant et un haut qui semblait un peu trop chic pour une soirée cinéma d'enfants. Son mari, Rick, est apparu derrière elle, une bière à la main. « Salut Martha, Alex. Content de vous voir, » a-t-il dit avec un sourire paresseux. Il avait toujours l'air un peu débraillé, comme s'il venait de se réveiller d'une sieste. La maison sentait légèrement le désodorisant qui tentait sans succès de masquer l'odeur de plat à emporter assis. Chloé est sortie en courant et a attrapé la main de Lily, et les deux ont disparu dans le salon, déjà perdus dans leur propre monde. Leur joie pure et simple contrastait violemment avec la tension compliquée entre les adultes. Le dépôt fut maladroit et précipité. Un signe clair que Brenda était impatiente que nous partions. Elle jacassait à toute vitesse. Un tourbillon d'énergie nerveuse. « Bon, alors on va faire des pizzas, puis on regardera 3 films d'affilée. J'ai tous leurs préférés. Ensuite, on fera le gâteau et les cadeaux, et avec un peu de chance, elles s'effondreront dans un coma sucré vers minuit. Amusant? Non? » Elle a ri. Un son aigu et cassant. Elle a à peine établi un contact visuel avec moi, son regard balayant la pièce. J'ai essayé de passer en revue les bases. Ses médicaments sont dans la poche latérale de son sac. Elle en a besoin juste avant de se coucher. Et s'il te plaît, pas de coca après 7 heures, sinon elle va grimper au mur. Brenda a agité une main dédaigneuse. « Oui, j'ai compris. Ne t'inquiète pas, Martha, j'ai déjà fait ça. Je suis une mère aussi, tu sais. » C'était une autre pique subtile, un autre rappel qu'elle n'avait ni besoin ni envie de mes instructions. Elle m'a pris le sac de couchage de Lily et nous a pratiquement conduits vers la porte. Bon, eh bien, je devrais probablement mettre les pizzas au four. Passez une bonne soirée. Ne vous inquiétez de rien. On va tellement s'amuser ce soir. N'est-ce pas les filles? A-t-elle lancé par-dessus son épaule. Elle a échangé un regard rapide et lourd de sens avec Rick. Une lueur de quelque chose que je ne pouvais pas tout à fait déchiffrer, mais qui m'a serré l'estomac. C'était secret. C'était comme s'ils avaient un plan dont je n'étais pas au courant. J'ai fait un dernier câlin à Lily, le cœur serré par un étrange pressentiment. « Sois sage, ma chérie. Appelle-moi si tu as besoin de quoi que ce soit. » Quoi que ce soit.
Je le ferai, maman. Je t'aime, a-t-elle dit, déjà distraite par Chloé qui lui montrait un nouveau jouet. Alors que nous retournions à la voiture, le sentiment de malaise était si épais que je pouvais le goûter. Alex n'a pas parlé jusqu'à ce que nous soyons attachés et que nous nous éloignions du trottoir. Il m'a juste regardé, son expression sombre. « Mon téléphone sera allumé toute la nuit », a-t-il dit, sa voix basse. Juste au cas où, ces mots flottaient dans l'air, une prophétie que je n'étais pas prête à entendre. La soirée à la maison était étrange. La maison était trop calme. L'absence de Lily était une présence palpable, un trou dans le tissu de notre routine. Alex et moi avons essayé de profiter de la rare soirée sans enfants. Nous avons commandé notre plat thaïlandais préféré, celui qui est trop épicé pour Lily, et avons ouvert une bouteille de vin. Nous avons mis un film, quelque chose de mature et compliqué avec des sous-titres. Mais je ne pouvais pas me concentrer. Mon esprit revenait sans cesse à la maison de Brenda. Je rejouais le dépôt dans ma tête, disséquant chaque mot, chaque regard. Le sourire trop éclatant de Brenda, le regard étrange qu'elle avait lancé à Rick, le texto sur « quelques amis ». Chaque détail me semblait maintenant sinistre, imprégné d'une signification que je ne pouvais pas tout à fait saisir. J'ai gardé mon téléphone sur l'accoudoir du canapé, juste à côté de ma main. Je me surprenais à le vérifier toutes les 10 minutes, juste pour m'assurer que je n'avais pas manqué un appel ou un texto. « Elle va bien », a dit doucement Alex, remarquant mon anxiété. Elle passe le meilleur moment de sa vie avec sa cousine. Elles sont probablement en plein milieu de leur deuxième film maintenant, shootées à la pizza et au glaçage. Je savais qu'il avait raison. Je savais que j'étais probablement ridicule. C'était la paranoïa d'une mère à la première soirée pyjama de sa fille, amplifiée par mon histoire avec Brenda. Je projetais mes propres problèmes sur une situation parfaitement normale. Des millions d'enfants faisaient des soirées pyjama chaque week-end. C'était bien. Tout allait bien. Je suis paranoïaque, ai-je dit à voix haute, essayant de me convaincre. Je sais, c'est juste. C'est Brenda. Je sais, a-t-il dit, sa voix pleine de compréhension. Il n'a pas essayé de me dire que j'avais tort. Il a juste rempli à nouveau mon verre de vin et a mis son bras autour de moi. Nous avons fini le film, mais je n'aurais pas pu vous dire de quoi il parlait. Tout mon système nerveux semblait être en état d'alerte maximale, attendant un signal. La partie rationnelle de mon cerveau me disait de me détendre, mais la partie plus ancienne, plus primitive, celle qui avait été entraînée pendant des années à anticiper le prochain acte de chaos égoïste de Brenda, hurlait que quelque chose n'allait pas. C'était un sentiment familier, un bourdonnement sourd d'effroi qui avait été la musique de fond d'une si grande partie de ma vie. J'étais juste devenue si douée pour l'ignorer. Nous nous sommes couchés vers 11 heures. Je suis restée allongée dans le noir, à fixer le plafond, mes oreilles à l'affût du son de mon téléphone. Alex, toujours pratique, l'avait branché sur le chargeur de ma table de chevet pour qu'il ne s'éteigne pas. Chaque craquement de la maison, chaque sirène lointaine, me faisait sursauter. J'ai dû m'assoupir à un moment donné, tombant dans un sommeil léger et agité, rempli de rêves anxieux. Dans l'un d'eux, j'étais de retour dans la maison de mon enfance, essayant de nettoyer un énorme désordre tentaculaire de verre brisé pendant que Brenda se moquait de moi. Le son de mon téléphone vibrant sur la table de chevet est ce qui m'a finalement réveillée en sursaut. Ce n'était pas un rêve, c'était réel. La lumière rouge du réveil indiquait 2h13 du matin. Mon cœur s'est serré dans ma poitrine. Aucune bonne nouvelle n'arrive jamais à 2h13 du matin. Alex était déjà assis, ses sens en alerte, tout comme les miens. J'ai cherché le téléphone à tâtons, ma main tremblant en glissant pour répondre. « Lily, ma chérie, est-ce que ça va ?» Le son de ses pleurs, ce son brut et hoquetant de détresse authentique, m'a transpercé comme un couteau. Ce n'était pas la plainte d'une enfant qui voulait juste son propre lit, c'était le son de la peur. « Maman, je veux rentrer à la maison », sanglota-t-elle. Mon esprit a parcouru les possibilités. Un cauchemar, un mal de ventre dû à trop de cochonneries, une dispute avec Chloé. J'ai essayé de garder ma voix stable, d'être le centre calme de sa tempête. Bien sûr, mon cœur, on peut venir te chercher tout de suite. Tu as fait un mauvais rêve? Qu'est-ce qui s'est passé? Il y eut un reniflement à l'autre bout du fil, une respiration tremblante, puis la phrase qui a arrêté le monde de tourner.
La phrase qui a contextualisé chaque mauvais pressentiment, chaque signal d'alarme, chaque avertissement de mon instinct. Tante Brenda a dit que tu lui avais dit que c'était d'accord. La ligne est restée silencieuse une seconde, et j'ai pu entendre une musique faible en arrière-plan, pas de la musique de film pour enfants. Quelque chose avec une ligne de basse lourde. « D'accord pourquoi, Lily ?» ai-je demandé, ma voix dangereusement basse. « D'accord pourquoi ?»« Pour aller à la fête, » a-t-elle murmuré. « On est allé à une fête, chez Monsieur Henderson. » Le nom m'a d'abord frappé. Monsieur Henderson. Je connaissais ce nom. C'était un ami de Rick, un célibataire d'une 40aine d'années connu pour organiser des fêtes bruyantes et arrosées dans le quartier. L'idée que ma fille de 7 ans se trouve dans la maison de cet homme, à cette heure de la nuit, était si monstrueuse, si loin de tout ce que j'aurais pu imaginer, que pendant un instant, mon cerveau a refusé de l'assimiler. C'était comme essayer de résoudre une équation où aucun des chiffres n'avait de sens. « Une fête ?» ai-je répété, la voix creuse. Alex était déjà hors du lit, enfilant un jean, son visage un masque sombre. Il pouvait entendre la terreur dans ma voix. « Lily, ma chérie, où es-tu en ce moment? Es-tu de retour chez tante Brenda? »« Oui, » a-t-elle murmuré. « On vient de rentrer. Chloé s'est endormie dans la voiture. Mais je n'ai pas aimé maman. C'était bruyant, et il y avait plein d'adultes qui criaient. Et il sentait bizarre. Sentait bizarre. » Mon esprit a immédiatement traduit cela par bière et cigarettes. L'image de ma petite fille, dans son pyjama licorne, entourée d'une foule d'adultes ivres, a envoyé une vague de rage pure et incandescente à travers moi. Ce n'était pas seulement de l'irresponsabilité. Ce n'était pas seulement Brenda qui fait du Brenda. C'était une mise en danger. C'était une violation de la confiance la plus sacrée qu'on puisse accorder à une personne. Pourquoi a-t-elle dit que j'étais au courant? Ai-je demandé, ma voix tremblant d'une fureur que je n'avais jamais ressentie auparavant. Elle a dit que papa et toi vouliez aussi une soirée de libre. Alors c'était un cadeau spécial pour nous tous, a expliqué Lily, sa voix tremblante. Elle a dit que tu connaissais Monsieur Henderson et qu'il était très gentil. La manipulation était d'une cruauté à couper le souffle. Elle m'avait utilisé, mon nom, mon autorité, pour légitimer son propre comportement égoïste et imprudent, et pour y entraîner ma fille. Elle lui avait menti en face, faisant de moi une complice de la négligence envers mon propre enfant. C'était le gaslighting ultime, dirigé non pas contre moi cette fois, mais contre une enfant vulnérable de 7 ans. J'en avais fini, la partie de moi qui avait toujours trouvé des excuses, qui avait toujours essayé de maintenir la paix, est morte à cet instant. Elle a été remplacée par quelque chose de froid, de dur et de totalement impitoyable. « D'accord, ma chérie, » ai-je dit, ma voix maintenant dénuée de toute émotion, sauf de la glace. « Écoute-moi très attentivement. Papa et moi montons dans la voiture tout de suite. Nous venons te chercher. Ne t'endors pas. Attends-nous simplement. Nous serons là dans 10 minutes. » J'ai raccroché le téléphone et j'ai regardé Alex. Il n'avait pas besoin d'explication. L'expression sur mon visage lui disait tout. « Elle les a emmenés à une fête. » ai-je dit ma voix plate, chez l'ami de Rick, Henderson. La mâchoire d'Alex s'est crispée et un muscle a sauté sur sa joue. Il était d'un naturel calme, lent à la colère. Mais à ce moment-là, j'ai vu dans ses yeux une fureur qui reflétait la mienne. Il attrapait déjà nos clés de voiture sur le crochet près de la porte. « Allons-y », fut tout ce qu'il dit. Les questions que j'avais pour Lily pouvaient attendre. Ma seule priorité était de la sortir de cette maison. J'ai enfilé les premiers vêtements que j'ai pu trouver, un sweatshirt et une paire de leggings, et je l'ai suivi dehors, sans même prendre la peine d'éteindre les lumières. Le trajet de 10 minutes jusqu'à la maison de Brenda a semblé une éternité. Les rues étaient désertes, baignées dans la lueur orangée et sinistre des lampadaires. Aucun de nous ne parlait. Il n'y avait rien à dire. Nous étions unis dans un but unique et silencieux. Mon esprit était un maelstrom. Je rejouais des années d'affront, de trahison, de cruauté désinvolte, le vélo cassé, l'argent de la voiture volée, les vacances payées avec nos économies. C'étaient toutes les pièces d'une plus grande mosaïque d'égoïsme, et ce dernier acte, était la pièce finale et la plus laide qui complétait le tableau. Pendant des années, je lui avais permis de me traiter comme un objet, une commodité. Mais Lily n'était pas un objet.
Elle était mon enfant, et Brenda l'avait mise en danger pour la plus pathétique des raisons, pour qu'elle et son mari tirent au flanc puissent aller se saouler à une fête. Elle n'avait pas voulu payer de baby-sitter. Ou, plus probablement, elle n'avait pas voulu admettre à ses amis qu'elle était coincée, à la maison, avec les enfants. Alors elle les avait juste embarqués et emmenés avec elle, comme s'ils étaient des accessoires, de petits figurants dans le film de sa vie. Et le mensonge qu'elle avait dit à Lily, c'était la partie qui ressemblait à une blessure physique. Maman a dit que c'était d'accord. Elle avait empoisonné la confiance de ma fille en moi pour servir ses propres besoins. C'était impardonnable. C'était une ligne de non-retour. Alors que nous roulions à toute vitesse dans les rues silencieuses de la banlieue, une clarté glaçante s'est installée en moi. Le brouillard d'obligation et de culpabilité qui avait obscurci mon jugement toute ma vie se dissipait, remplacé par la lumière crue et froide de la réalité. Ce n'était pas une erreur, ce n'était pas un manque de jugement, c'était un schéma. C'était qui était ma sœur, et qui elle serait toujours. Une profiteuse, une manipulatrice, une personne si embourbée dans ses propres besoins égoïstes qu'elle était incapable de considérer le bien, être de quiconque, même d'un enfant innocent. La grenouille sautait enfin de l'eau bouillante. J'ai senti toutes les années de colère refoulées, d'insultes ravalées et de répliques mordues se cristalliser en un unique et dur diamant de résolution dans ma poitrine. Je n'étais pas triste, je n'étais pas blessée. J'en avais fini. J'allais entrer dans cette maison, prendre ma fille et couper définitivement le lien avec ces gens. Il n'y aurait pas de scène de ménage, pas de crise de nerfs dramatique. J'étais au-delà de ça. Ma colère était trop froide, trop pure pour ça. C'était la colère d'une mère dont l'enfant a été menacé. Il n'y a rien de plus définitif ou d'absolu au monde. En arrivant devant sa maison, j'ai pu voir une lumière allumée dans le salon. Tout semblait normal de l'extérieur, d'une paix trompeuse. Mais je savais ce qui s'était passé à l'intérieur de ces murs. Une confiance profonde avait été brisée. Alex a mis la voiture en stationnement et s'est tourné vers moi, sa main sur mon bras. « Laisse-moi parler si ça s'envenime », a-t-il dit, sa voix basse et ferme. « Non », ai-je dit, croisant son regard. Ma propre voix m'a surprise par sa force. Elle n'a pas vacillé. « Non, celle-ci est pour moi, j'ai besoin de le faire. » Il a vu le regard dans mes yeux et a simplement hoché la tête. Il comprenait. C'était plus que simplement récupérer Lily. C'était un exorcisme, et je devais être celle qui l'accomplirait. Nous sommes sortis de la voiture, et le son de nos portières claquant a résonné dans le calme de l'aube comme une déclaration de guerre. Je n'ai pas frappé. J'ai martelé la porte d'entrée avec le côté de mon poing, des coups forts et insistants qui, je l'espérais, transmettraient toute la force de ma rage. Après quelques secondes, la porte s'est ouverte en grinçant. Brenda se tenait là, sa silhouette découpée par la lumière du salon. Elle portait toujours ses vêtements de fête, son maquillage légèrement bavé. Elle a cligné des yeux vers moi, une expression d'agacement ensommeillée sur le visage. « Martha? Mais qu'est-ce que tu fais? Il est en plein milieu de la nuit. Tu vas réveiller les filles, » a-t-elle sifflé, sa voix un chuchotement sonore. L'hypocrisie était si stupéfiante que j'en ai presque ri. « Les filles sont déjà réveillées, Brenda, » ai-je dit, ma voix dangereusement calme. Ou du moins, la mienne l'est. Je suis là pour la récupérer. Je l'ai bousculée pour entrer dans la maison, sans attendre d'invitation. Alex a suivi, une figure silencieuse et imposante derrière moi. Lily était blottie sur le canapé, enveloppée dans une couverture, le visage pâle et strié de larmes. Elle avait l'air si petite et perdue. Dès qu'elle m'a vue, elle a couru dans mes bras, enfouissant son visage dans mon sweatshirt et sanglotant. Je l'ai serrée fort, lui caressant les cheveux, tout mon être concentré sur elle. « C'est bon, ma chérie, » ai-je murmuré. « Maman est là. On rentre à la maison. » Brenda a fermé la porte, son agacement se transformant en une posture défensive. « D'accord. Je ne sais pas ce qu'elle t'a dit, mais tu réagis de manière complètement excessive, » a-t-elle dit en croisant les bras. On était juste chez un voisin. On avait le babyphone. Elles étaient en parfaite sécurité. Rick est sorti du couloir en titubant, se frottant les yeux. « Ouais, Martha, calme-toi. C'était rien de grave. » Les enfants se sont amusés. Le gaslighting avait commencé. C'était si prévisible, si machinal, que j'aurais pu réciter les répliques moi-même. Ils n'étaient pas désolés. Ils étaient juste agacés de s'être fait prendre. J'ai levé les yeux de Lily,
mon regard se posant sur celui de Brenda. « Un voisin ?» ai-je demandé, ma voix suintant de glace. « C'est drôle. Lily a dit que vous étiez chez Monsieur Henderson. Ce n'est pas à 3 pâtés de maison d'ici, et je suis assez sûre qu'un babyphone n'a pas ce genre de portée. » La mention du nom d'Henderson a effacé le sourire narquois du visage de Rick et a fait s'écarquiller les yeux de Brenda de panique. Elle avait été prise en flagrant délit de mensonge, et elle le savait. « Bon, d'accord, c'était chez Henderson », a-t-elle balbutié, faisant machine arrière à toute vitesse. Mais ce n'était pas grave. Il n'y avait que quelques personnes. On pouvait voir la maison depuis son porche. Tu transformes ça en un drame énorme, comme tu le fais toujours. Comme je le fais toujours. Le classique transfert de blâme. Le problème n'était pas sa mise en danger imprudente de nos enfants. Le problème était ma réaction. Alex a fait un pas en avant, sa seule présence étant une menace. « Tu as emmené ma fille de 7 ans à une fête d'ivrogne à 2 heures du matin et tu dis à sa mère qu'elle est dramatique ?» a-t-il demandé, sa voix un grondement sourd. Rick a bombé le torse. « Hey, fais attention à ton ton, mec. Elles vont bien. Il ne s'est rien passé. »« Il ne s'est rien passé ?» ai-je répliqué, ma voix s'élevant malgré mes efforts pour la contrôler. « Tu as menti à ma fille en face. Tu as utilisé mon nom pour la manipuler dans une situation où elle avait peur et était mal à l'aise. Tu as brisé sa confiance. Tu as brisé ma confiance. Ce n'est pas rien, bande d'égoïstes irresponsables. » Le visage de Brenda s'est décomposé, mais pas de remords. C'était la frustration d'une enfant à qui on a refusé son jouet. « Je n'arrive pas à croire que tu fasses ça, après tout ce que j'ai fait pour rendre l'anniversaire de Chloé spécial. Je voulais juste m'amuser un peu pour une fois. Tu n'as aucune idée à quel point ma vie est stressante. » C'est alors qu'elle a fait la seule chose qui a scellé son sort pour toujours. Elle a pris son téléphone. « J'appelle maman et papa », a-t-elle dit, sa voix tremblant d'apitoiement. « Ils te feront voir à quel point tu es folle. » C'était son arme ultime, l'invocation de ses complices, le dernier coup dans son livre de manipulation bien rodé. « Vas-y », ai-je dit, ma voix plate. « Mets-les sur haut-parleur. Je voulais qu'ils l'entendent. Je voulais qu'ils fassent partie de la fin. » Brenda a tâtonné avec son téléphone, les mains tremblantes, et un instant plus tard, la voix endormie et inquiète de ma mère a rempli la pièce via le haut-parleur. « Brenda, ma chérie, qu'est-ce qui ne va pas? Est-ce que Chloé va bien? »« Maman, c'est Martha, » sanglota Brenda dans le téléphone. « Elle est là et elle me crie dessus. Elle essaie de prendre Lily et de gâcher l'anniversaire de Chloé. » C'était une performance magistrale de victimisation. Avant même que je puisse parler, le ton de ma mère a changé. « Martha, mais qu'est-ce que tu fais chez ta sœur à cette heure-ci? Tu dois te calmer et arrêter de faire une scène. » La voix de mon père s'est ajoutée en arrière-plan. « Écoute ta mère, Martha. Quoi que ce soit, ça peut être réglé demain matin. La famille ne se fait pas ça. La famille. » Ce mot, il l'avait utilisé comme une matraque toute ma vie. Un outil pour exiger ma soumission et mon pardon. C'était la goutte d'eau qui a fait déborder le vase. Toutes les années de ressentiment, chaque injustice ravalée, chaque moment où j'avais été forcée d'être la plus intelligente, se sont déversés de moi en un torrent froid et contrôlé. « Non », ai-je dit, ma voix résonnant d'une clarté qui a réduit la pièce au silence. « Nous n'allons pas régler ça. J'en ai fini. J'en ai fini d'être la responsable. J'en ai fini de nettoyer ces dégâts. J'en ai fini d'être la banque familiale, la thérapeute familiale et le paillasson familial. » J'ai regardé directement Brenda, qui fixait le téléphone avec horreur. « Tu veux parler de famille? La famille n'emmène pas une enfant de 7 ans à une fête d'ivrogne. La famille ne ment pas au visage d'un enfant pour le manipuler. La famille ne met pas en danger la fille de quelqu'un d'autre pour pouvoir s'amuser un peu. » J'ai reporté mon attention sur le téléphone. « Et vous ?» ai-je dit à mes parents. « C'est vous qui avez créé ça. Vous avez construit son trône, et vous m'avez appris que mon seul travail était de m'incliner devant. Vous l'avez encouragé, vous l'avez excusé, et vous avez sacrifié mon bien, être pour son confort à chaque fois. Le vélo cassé, l'argent qu'elle m'a volé pour ce concert, les 2000 $ pour le loyer qu'elle a dépensé en Dieu, c'est quoi pendant que vous l'emmeniez à Hawaï? Tout mène ici. À ce moment, au fait qu'elle croit avoir le droit de faire tout ce qu'elle veut, sans conséquence, parce que maman et papa seront toujours là pour dire à tout le monde qu'ils réagissent de manière excessive.
Un silence stupéfait a rempli la pièce. Pour la première fois de ma vie, j'avais tout dit. J'avais dit la vérité interdite. Je n'ai pas attendu de réponse. Je me fichais de leurs excuses, des nouvelles manipulations qu'ils tenteraient. J'ai tendu la main et j'ai mis fin à l'appel sur le téléphone de Brenda moi-même. Le silence qui a suivi était lourd et absolu. Brenda me regardait, son visage un mélange de choc et d'incrédulité, comme si je venais de parler dans une langue étrangère qu'elle ne pouvait pas comprendre. Rick se tenait là, la bouche légèrement entr'ouverte. Il n'avait pas de scénario pour ça. Il n'avait jamais rencontré une version de moi qui ne reculerait pas. Je me suis tournée vers Alex. « Prends son sac », ai-je dit. Il a hoché la tête et a disparu dans le salon pour récupérer les affaires de Lily. J'ai pris ma fille, qui s'accrochait toujours à moi, dans mes bras. Elle était étonnamment lourde, mais je m'en fichais. Je l'aurais portée à travers le feu. J'ai marché vers la porte, mais pas ferme et déterminée. Brenda a finalement retrouvé sa voix. « Martha, attends », a-t-elle plaidé, un ton désespéré dans la voix. « Tu ne peux pas juste partir. On est sœurs. On est une famille. » Je me suis arrêtée sur le seuil et je l'ai regardée, son visage paniqué et strié de larmes. Je n'ai rien ressenti, pas de pitié, pas de colère, pas de tristesse. Juste un vaste espace vide où se trouvait autrefois mon amour pour elle. « Non, nous ne le sommes pas », ai-je dit, ma voix aussi froide et définitive qu'une pierre tombale. Plus maintenant, tu n'es pas de la famille pour moi, et tu ne seras plus jamais, jamais seule avec ma fille. Alex est réapparu avec le sac de couchage et le sac à dos de Lily, et nous sommes sortis, laissant Brenda debout sur le seuil de sa vie désordonnée et chaotique. Nous n'avons pas regardé en arrière. Le trajet du retour fut aussi silencieux que celui de l'aller, mais la qualité du silence était différente. Il n'était plus tendu, il était paisible. Lily, épuisée par les larmes et la peur, s'est endormie sur la banquette arrière, sa respiration douce et régulière. Elle était en sécurité. C'était tout ce qui comptait. Quand nous sommes rentrés à la maison, Alex l'a porté à l'étage et l'a bordé dans son propre lit. Il est redescendu et m'a trouvé dans la cuisine, regardant par la fenêtre les premières lueurs de l'aube. Il est venu derrière moi et a enroulé ses bras autour de ma taille. « Ça va » a-t-il demandé doucement. Je me suis appuyée contre lui et j'ai laissé échapper un souffle que j'avais l'impression de retenir depuis 35 ans. « Je pense, » ai-je dit, un lent sourire se dessinant sur mon visage, « que je vais mieux que jamais. » C'était un sentiment terrifiant, cette nouvelle liberté, mais c'était aussi glorieux. Dans les semaines qui ont suivi, les retombées ont été exactement ce à quoi on pouvait s'attendre. Mon téléphone a été bombardé d'appels et de textos de mes parents et de Brenda, alternant entre des accusations furieuses et des supplications mielleuses et pleines de culpabilité pour une réconciliation. J'ai bloqué leurs numéros. Puis sont venus les intermédiaires, tantes, oncles, cousins, m'envoyant des messages sur les réseaux sociaux, me disant que je déchirais la famille, que je devais être la plus intelligente et pardonner. Pardonner quoi? Je voulais demander. Pardonner la mise en danger ou les décennies de maltraitance qui y ont mené? Je les ai bloqués aussi. J'ai créé une forteresse de silence autour de moi, d'Alex et de Lily, et à l'intérieur, pour la première fois de ma vie, il y avait la paix. L'anxiété constante et de bas grade qui avait été ma compagne de toujours a tout simplement disparu. Mes épaules se sont détendues. J'ai dormi toute la nuit. Je me suis surprise à rire davantage, à profiter des petits moments avec ma fille et mon mari, sans un nuage d'obligations familiales planant au-dessus de moi. La vie est devenue simple, et c'était magnifique. Environ 6 mois plus tard, j'ai appris par des bruits de couloir une cousine qui était sagement restée neutre que Brenda et Rick avaient été expulsés de leur maison. Apparemment, Rick avait perdu son travail, et ils avaient, une fois de plus, dilapidé leurs économies. Mes parents, arrivant enfin au fond de leur propre puits financier après des années à les renflouer, n'ont pas pu les secourir cette fois. Une partie de moi, l'ancienne Martha, aurait pu ressentir une pointe de culpabilité. Mais la nouvelle Martha n'a ressenti qu'un sentiment de justification calme et tranquille. Les conséquences étaient enfin arrivées. Le cycle était brisé, du moins pour moi. Je regarde Lily maintenant, une enfant de 8 ans heureuse et épanouie, et je sais que j'ai fait ce qu'il fallait. Je l'ai protégée non seulement d'une nuit dangereuse, mais d'une vie de toxicité. Je lui ai montré ce que signifie avoir des limites,
et que personne, pas même la famille, n'a le droit de vous faire du mal. Alors, je vous le demande, parce que je me le demande encore parfois au cœur de la nuit. Suis-je allé trop loin, ou ai-je finalement fait ce que j'aurais dû faire il y a 20 ans? Dites-moi ce que vous en pensez.